Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Club des 5, votre nouveau rendez-vous pour parler de football européen, le Club des 5, les 5 grands championnats, la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga, la Première Ligue, qu'est-ce qui me manque? C'est tout, ça fait 5, c'est très bien. On est là. On l'a vu dans le générique. On est là, t'as raison. On est là pendant 2 heures, on est là pendant 2 heures pour parler de tout ce week-end européen, on va parler forcément de ce Saint-Etienne-Lyon qui s'est passé hier soir. On va parler de Première Ligue, gros focus Première Ligue avec le Super Sunday, les 2 matchs City-Arsenal, Chelsea-Manchester United. Et on va parler un peu de Serie A aussi avec les outsiders. On va parler de l'Inter, de la Lazio, de la AS Roma. Tout ça pendant 2 heures avec mes consultants, mes acolytes. Je vais commencer par celui qui est tout seul sur son petit côté, Walid Acherchour. Bonjour Walid. Bonsoir, bonsoir. Romain, comment ça va? Ça va très bien. C'est ta petite première? C'est ma petite première, je suis tendu comme... voilà. Je me suis dit, je vais me prendre un petit look, ça va être sympa. On m'a mis tout seul parce que je suis un peu trop excité. Tu es un peu trop turbulent, ouais. C'est bien souvent trop ton problème. Ouais, c'est ça. En face de lui, 2 experts. Bilal Achourtani, bonjour Bilal. Salut Romain. Bonsoir Bilal. Bonsoir, ouais. Mais bonsoir, on nous voit en replay, on est bonjour, ouais, bonsoir, oui. C'est tout. On est là toute la journée. Ça va bien Bilal? Ça va et toi? Mais ça va très bien, merci. Et Alpha Baldé est avec nous. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien, Voilà. va très bien, merci. Écoute, on est prêt. Ce soir, donc je vous l'ai dit, Ligue 1, Serie A, Première Ligue, dans le désordre, hein, ça va devenir comme ça. Je vous rappelle aussi le jeu qu'on fait depuis le début de la semaine. On fait gagner votre FIFA 18 pour ceux qui s'abonnent à notre chaîne sur YouTube, qui nous envoient des petits commentaires sur Twitter. Hashtag le club CD5, c'est bien, CD5, bien ça. CD5. Moi je débarque, hein, je demande comme ça, mais c'est hashtag CD5, le club des 5. Vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Abonnez-vous et on fera un tirage au sort pour gagner le FIFA 18 pour mettre une torgnole à Walid et la manette dorée. Pour version limitée. Vous avez trop de pouvoir. Vous avez trop de pouvoir en On a un peu trop de pouvoir, c'est vrai. Mais on en abuse, hein, on en abuse, c'est ça le problème. Alors, on va partir directement, on va enchaîner directement avec la Ligue 1. Ce gros match. Allons-y. Ce gros match hier soir entre Saint-Etienne et Lyon, la démonstration de l'Olympique Lyonnais 5-0 chez le rival stéphanois. Des buts de Memphis, un doublé de Fekir, un but de Mariano, un but de Traoré. L'Olympique Lyonnais qui était critiqué début octobre, hein, ils étaient 8e à l'époque, depuis tout va bien. 6 victoires en 6 matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont 3e maintenant, à 3 points de l'AS Monaco. Je vais me commencer par Walid. Walid, est-ce que pour toi, l'Olympique Lyonnais est favori pour être, peut-être pas un candidat au titre puisque le Paris Saint-Germain est trop au-dessus, mais favori pour être dans cette 2e place qualificative pour la Ligue des Champions? Ils doivent l'être, c'est l'objectif, vu leur budget. Et vu le recrutement depuis janvier avec Memphis Depay qui a été accompagné de Mariano Diaz et Bertrand Traoré pour 20 millions d'euros, ils doivent avoir l'ambition de jouer cette place qualificative, cette place qui te permet d'être directement en Ligue des Champions. Après, moi je pense que Monaco a une longueur d'avance, mais pour rester vraiment sur Lyon, hier, surtout les 20 premières minutes, ils ont montré qu'il y avait une place d'écart avec Saint-Etienne et on a beaucoup critiqué Genesio, mais il fait des choix forts, notamment au milieu de terrain pour installer. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est très bien, tu me fais mon boulot. Genesio, on va en parler. L'attaque avec les recrues, on va en parler. Je vais aller voir Alpha. Alpha, tu penses que Lyon peut être favori pour cette 2e place, peut venir titiller l'AS Monaco? Moi j'y crois parce que, alors là où je vais pas être d'accord, c'est pas forcément leur objectif parce qu'il faut pas oublier qu'ils perdent quand même beaucoup de cadres pendant ce mercato estival. On va pas tous les citer, mais vous avez Tolisso, les Gonalons, les Tolisso, la Lacazette, déjà ça suffit pour... Tolisso sur le terrain et dans le vestiaire. Voilà, des joueurs formés au club, l'identité estampillée vraiment Olympique Lyonnais. Donc c'est pas forcément évident de refaire tout ce ménage-là, ce que je disais d'ailleurs pendant l'été, qu'il fallait attendre un petit peu, il fallait laisser le temps à Genesio, à ses nouvelles recrues de s'adapter, de trouver la bonne formule. Il a un petit peu oscillé en 4-3-3, il a changé de schéma, il n'a pas essayé de trouver la bonne. Au final, il tombe sur un bon 4-2-3-1. Et ce qu'il faut mettre en avant dans cet Olympique Lyonnais d'aujourd'hui, c'est la moyenne d'âge qui est très jeune. Et comme tu l'as dit, les choix de Genesio, Aouar, Touzard,
19 ans, 20 ans, respectivement Même pour les deux. Ndombele qui peut s'instaurer dans ce milieu de terrain aussi. Mais lui qui est remplaçant, mais qui ont montré une certaine forme de maturité dans ce derby. Et ça, on ne le voyait pas à Lyon. C'est dans ça qu'on voit aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais est en train de monter un escalier, au fait. Parce qu'on les savait joueurs. On savait que Bertrand Traoré, produit du bon football, Memphis Depay, même s'il nous a habitués à de l'intermittence un petit peu et qui se prend pour Cristiano Ronaldo, du pauvre, c'était pas ça. Mais hier, ce qu'ils ont prouvé dans un derby, souvent c'est Lyon qui faisait péter le fusible un petit peu quand Fekir se provoquait, tout ça. Mais hier, ce qui m'a frappé dans ce derby-là, c'est la facilité, le calme avec lequel ils ont géré ce derby. Et dans l'entrejeu, quand tu joues avec des gamins de 19-20 ans pour un derby comme ça et qui se laissent pas péter les plombs et qui d'ailleurs en face, ils font péter les plombs aux autres, moi je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Faut rappeler, l'an dernier, ils pètent les plombs, Tolisso et Guézal prennent un et rouge. C'était eux les cadres, justement. Et là, tu remets des jeunes beaucoup moins expérimentés, parce que ça, il faut le dire, même s'ils jouent, Aouar notamment, même s'il a joué beaucoup de derby en équipe de jeunes, parce qu'il faut savoir, Lyon, Saint-Etienne, même quand tu as 8 ans, ça devient une animosité maintenant. Voilà, donc moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. Après, sur les recrues, on va en parler bien évidemment. J'ai mon avis là-dessus, je l'ai développé depuis cet été. Pour moi, c'est une logique. Voilà. Alors, ceux qui étaient pressés, ceux qui voulaient dézinguer Genesio, ils l'ont fait. Aujourd'hui, force est de constater que ce qu'il est en train de faire est en train de marcher à Lyon. On espère que ça va le faire. Alors justement, Bilal, je vais venir vers toi pour ça. Genesio, on l'a beaucoup critiqué depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Mine de rien, à chaque fois que l'Olympique Lyonnais a une phase de mou, on critique Genesio. Est-ce que cette victoire hier, cette démonstration, c'est la victoire de Genesio? Alpha en parlait justement dans le coaching de ces jeunes. Est-ce que c'est la victoire de Genesio? Je pense en très grande partie, oui. Parce que pour revenir sur ce qui a été dit et sur les ambitions de Lyon cette année, il faut dire que cette année, c'est un très grand pari pour Lyon, à tous les étages. Pourquoi? Parce que Jean-Michel Aulas n'a pas fait le pari de prendre un coach de renommée. C'est la première fois depuis 5 ans maintenant qu'on a vraiment des joueurs stars qui arrivent et qui ne sont pas formés au club. Effectivement, Alpha, c'est une stratégie parce que Aulas n'aime pas s'ingérer aime avoir la main sur son club et la main sur les décisions. Donc il a pris le pari de garder Genesio et on s'est tous demandé, est-ce que Genesio, qui est un coach avec peu de renommée et qui a eu peu l'occasion de driver des stars, allait réussir ce pari-là? Et pour l'instant, il est en train de le réussir. C'est-à-dire que ce qu'est en train de faire Genesio, c'est d'une part faire jouer des joueurs qu'on a qualifié pendant longtemps et de manière très légitime de joueurs individualistes, parce que Bertrand Traoré, qui est un joueur que j'apprécie énormément, surtout avec le Burkina, Depay et même Mariano, c'est quand même des joueurs qui principalement jouent pour eux-mêmes. C'est des joueurs, c'est des solistes. Et derrière, il a réussi, grâce à Fekir, à alimenter ces joueurs-là, grâce à Aouar notamment aussi à la construction, à alimenter ces joueurs-là et à rendre la machine collective cohérente. Alors oui, dans le jeu, ça, c'est pas des redoublements d'une-deux, les combinaisons intéressantes. Il y a des phases intéressantes. Voilà, n'arrive pas pour l'instant à foison, mais déjà le fait de rendre performant ces trois joueurs-là avec Fekir derrière qui s'éclate, c'est une belle performance. Mais ce que tu dis, juste 2 secondes, ce qu'il dit est très intéressant sur Genesio parce que souvent le match d'avant, on avait vu beaucoup d'individualités se montrer sur la pelouse avec notamment Mariano Diaz qui n'était pas content de pas tirer ce penalty, qui le tire pas au final. À 3 justement, Genesio qui à chaque fois est très très pertinent lorsqu'il parle, c'est-à-dire que c'était sa déclaration, c'était pas à Mariano Diaz de tirer. Faut que les joueurs se montrent beaucoup plus concentrés, faut que les joueurs pensent d'abord à l'équipe. Et le match d'après, on voit que le collectif a pris. On voit qu'il est parti les voir. Et ça, c'est le travail du coach, ça. Faut pas l'oublier. Quand ça perdure sur la pelouse. Je peux mettre un bémol, moi, sur Genesio? Bien sûr. Non, mais pour avoir un peu de débat, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que tactiquement, Genesio est très limité. Pour l'instant, on n'a pas parlé de tactique, on a parlé de gestion des individualités. Maintenant, il faut lui reconnaître plusieurs choses. D'abord, on va en parler avec Fekir tout à l'heure, mais d'avoir donné des responsabilités à Fekir aujourd'hui, il emporte les fruits. On reviendra sur Fekir un peu plus tard. Et c'est en partie grâce à Genesio. Tout le monde était surpris cet été. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, moi, j'ai l'impression que cette équipe lyonnaise a joué contre des équipes. Faut rappeler que sur cette série-là, ils jouent un Monaco bis sans Falcao, juste avant une confrontation de Ligue des Champions, ils ont joué 3 MS, une équipe d'Everton qui est au fond du trou, mais ils vont gagner à Everton. D'accord, mais ils vont gagner à Everton, mais Everton ils perdent ils font match nul contre l'Apollon Limassol. Donc à un moment donné, il faut regarder le contexte. Et hier, mais faut regarder le Lyon aussi. Lyon aussi, c'est une nouvelle équipe qui se remet en place. C'est pas le Lyon d'il y a 10-8 ans. Non, bien sûr, Alpha, mais moi je vois des améliorations dans le jeu. Je suis d'accord avec Bilal, mais je trouve encore que
il n'y a pas de match référence. Hier, ils ont joué face à une équipe de Saint-Etienne qui était peut-être sur les dernières années la plus faible que j'ai vue dans un derby. Zéro intensité, beaucoup d'espace, alors qu'on sait que Lyon... Tu peux faire le même procès à Unai Emery peut-être aussi. Oui, d'accord. C'est vrai ce que tu dis, Walid, par rapport à la qualité des adversaires. Par contre, on peut pas reprocher à un coach de jouer des adversaires plus faibles que lui. Par contre, on peut lui admettre, on peut lui reconnaître déjà le fait que l'équipe joue bien au football. Après, Genesio, non mais le problème c'est que depuis face à l'Atalanta, excuse-moi Alpha, mais quand on parle d'un coach, j'ai l'impression qu'on se cantonne à la tactique. Genesio, il a un seul système et il restera sur ce système. Il a toujours joué. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il a. Non mais tu vois, Alpha, excuse-moi, depuis son arrivée, c'est un joueur qui s'appuie beaucoup sur les ailes. Il le faisait avec Ghezzal qui jouait en faux pied à son arrivée. Il l'a fait avec Maxwell Cornet. C'est un joueur qui a cette idée de jeu. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à enfermer les entraîneurs dans des idées de jeu. On oublie le coaching. On oublie parce que ce que tu dis sur Fekir, le management des joueurs, quand je parle de coaching vraiment sur le management, c'est quelque chose de. On viendra après sur Fekir et donc le mental qui sur Genesio pour terminer. Je les trouve très durs parce que si on fait ce procès-là à Genesio, on fait quoi à Bielsa? Non, au contraire, moi je dis que c'est bien. On prend Bielsa, on fait quoi à Unai Emery? On le guillotine parce que Lyon quand même vient. Lyon vient au Parc des Princes, ils font pas un match dégueulasse. D'accord, mais ça c'est un. Ils essaient de rivaliser avec le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain, dès que le Paris Saint-Germain a accéléré, on a vu la différence. Ça c'est le PSG de cette année. Le PSG a une classe d'avance sur Lyon parce que le PSG a un effectif qui était là, qui se sont améliorés par des grands joueurs qui sont venus. L'état d'esprit c'est autre chose. Mais là où moi je suis pas d'accord, c'est que déjà en début de saison, il joue pas avec ce 4-2-3-1, donc il parvient quand même à se trouver ce 4-2-3-1. Après attention, sur le terrain, ça ressemble beaucoup plus à un 4-3-3 qu'un vrai 4-2-3-1. Ça c'est l'animation, mais c'est quand même vraiment. Genesio a toujours joué comme ça, c'est une force. C'est pas non plus un. Et le fait d'avoir réussi à incorporer Aouar dans ce schéma de jeu-là, qui joue souvent plus haut et qui le met vraiment en retrait, et ça privilégie le jeu. On a toujours dit oui, pourquoi il met pas des milieux de terrain qui jouent au ballon? Avant, il était sur du Darder, sur des joueurs physiques et tout. Aujourd'hui, il met des joueurs qui jouent au ballon. Et offensivement, il parvient à intégrer Mariano Diaz, qui tout le monde était d'accord là-dessus, où il a pris où, qui sait et tout. Aujourd'hui, le mec, il est à 9 ou 10 buts. D'accord, mais c'est le symbole, mais Diaz, c'est le symbole. Alors oui, pour terminer, aujourd'hui, oui, très bien. Genesio est sur une pente ascendante, sur une grosse série. Encore une fois, je trouve des améliorations, même dans ses prises. Mais je le trouve très sévère avec Genesio, juste parce que peut-être il s'appelle Genesio. Non, pas du tout. Mais dans ses l'année dernière, il fait une saison correcte ou pas? Non, il perd 13 fois en Ligue 1. Oui, mais le nombre de défaites, il termine combien en Ligue 1? On va pas faire le procès de Genesio par rapport à l'année dernière. Non, mais pour terminer, Romain, je pense que sur le long terme, j'attends de voir, encore une fois, dans mon propos, parce que la première question de Romain, c'est quand même pour être deuxième. J'attends de voir Lyon, notamment en Europa League, dans les gros matchs, et surtout en Ligue 1. Ils ont joué des équipes, à part Monaco, mais encore une fois, c'était un Monaco où il y avait Adama Traoré, c'était une équipe B, il y avait Balde Keita qui jouait numéro 1. Ce Monaco-là a mis 6-0 à Guingamp. Non, mais et puis il l'arrache à la 94e. Peut-être que Fekir cache aussi beaucoup de choses dans ce collectif lyonnais. On va s'arrêter sur l'Olympique Lyonnais, on en reparlera quand on fera le focus sur Fekir. Je voudrais parler de Saint-Etienne quand même, mine de rien. C'est une déroute, c'est l'humiliation pour Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est 2 victoires depuis le 25 août, contre Dijon qui est 16e maintenant, contre Metz qui est lanterne rouge. On a Oscar Garcia qui est arrivé l'été dernier avec plein de principes de jeu. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il a tous les moyens pour mettre en place les principes de jeu, Bilal? Moi, je ne sais pas s'il en a les moyens, mais en tout cas, il y a de vrais soucis déjà de communication entre le coach et joueur. On parlait de Genesio et de son rapport avec son effectif. Là, pour le coup, à Saint-Etienne, il y a vraiment une impression d'incompréhension entre le coach et ses joueurs. On se rappelle je crois que c'était Amouma qui avait dit qu'il ne comprenait pas les consignes de repli de son coach. Si on arrive à ce point-là, c'est terrible. Et puis, il y a un autre problème aussi que j'aimerais relever à Saint-Etienne et qui m'embête un peu, c'est que sur le début de saison, finalement, sur les premiers matchs, on n'avait pas une dynamique qui paraissait négative à Saint-Etienne. Les résultats arrivaient, en termes de jeu, ça allait. On trouvait que ça allait se mettre en route. On pensait que ça allait se mettre en route et depuis ça stagne. Le problème, c'est que saison après saison, j'ai l'impression qu'il y a toujours les mêmes soucis de gestion de joueurs qui apparaissent à Saint-Etienne. Jonathan Bamba, qui est le numéro 9, qui commence numéro 9 dans cette équipe, qui est un joueur qui a longtemps été prêté, qui a bourlingué partout à Saint-Etienne, à qui on n'avait jamais réellement donné sa chance, hormis cette saison. On le met au placard parce que ce joueur-là ne veut pas prolonger dans les conditions que Saint-Etienne lui propose. Ça a déjà été le cas avec Goulam à l'époque, quand il fait la CAN 2013 et que ça lui a été reproché. Ça c'est de la faute à la direction. Ça a été le cas. Ouais, mais j'y viens. Ça a été le cas avec Max-Alain Gradel. On sait qu'il y avait eu aussi des relations conflictuelles. Moi, j'ai l'impression que
Ok, il y a un problème de coach à Saint-Etienne, il y a un problème sur le terrain, mais il y a aussi un problème dans la gestion de l'effectif. C'est très intéressant ce que tu dis, Bilal. Je voudrais qu'on montre peut-être cette stat. C'est comment on peut dire ça, l'efficacité des recrues de Saint-Etienne depuis leur arrivée cet été. Regardez-moi ça. Gabriel Silva, 7 matchs, 1 but. Le meilleur, c'est Jonathan Bamba, t'en as parlé, avec 4 buts, une passe décisive. Loïs Diony, 9 matchs, 0 but, 0 passe décisive. On a Cabella qui surnage un petit peu. Pourquoi, à votre avis, ces recrues n'arrivent pas à s'adapter à ce système, Walid? Non, mais ce qui est intéressant dans ta première question, quand tu parles des joueurs, c'est que surtout, hier, Loïc Perrin n'est pas là, Rémi Cabella n'est pas là, Loïs Diony n'est pas là, et le petit Diouf, qui avait été plutôt pas mal sur les premiers matchs, n'est pas là. Donc à un moment donné, je pense que oui, les recrues, si déjà, on ne peut pas savoir si les recrues sont intéressants ou peuvent apporter au système de Garcia s'ils sont pas sur le terrain. Alors oui, Loïs Diony, sur ce qu'il a montré depuis le début de saison, moi je trouvais que c'était un recrutement plutôt intéressant. Il a fait une belle saison à Dijon l'an dernier et il y avait beaucoup de clubs français et anglais dessus. Il n'arrive pas à rentrer dans ce système. À chaque fois qu'il joue, il est très très moyen. J'avais trouvé Rémi Cabella intéressant. Sur son premier match, il marque pour son premier ballon, il me semble. Le petit Diouf aussi. Maintenant, le problème, c'est qu'encore une fois, je trouve que Garcia ne trouve pas la formule. Alors les raisons. C'est une question de système, c'est une question d'animation offensive. Il y a 2 raisons. Le système je pense, n'est pas adapté à notamment Jonathan Bamba. Le faire jouer numéro 9. Romain Mouma aussi était essayé numéro 9 contre Toulouse. Mais surtout, voilà, je pense que Saint-Etienne, quand ils vont vraiment récupérer leurs joueurs, qui vont enchaîner 3-4 matchs et qui vont revenir aux fondamentaux, notamment défensivement, ça a toujours été la force de Saint-Etienne. Là, défensivement, hier, mais ils prennent l'eau. Lacroix, Théophile Catherine, mais c'est pas sûr qu'on lui laisse, c'est pas dit qu'on lui laisse le temps de de régler ses problèmes, d'attendre que les joueurs arrivent. Je pense qu'avec Loïc Perrin, Théophile Catherine, on l'a vu dans les années précédentes, c'est beaucoup plus solide. Ouais, là, malheureusement, c'est là que j'allais revenir. Moi, je préfère que Saint-Etienne prenne 5-0 en ayant un esprit de jeu, en ayant une envie de jouer, que de rester sur du Galtier. C'est solide, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu bétonnes, tu vas venir jouer sur un compte, tu vas avoir une occasion dans le match, tu vas remporter un derby, tu vas dire que tu l'as gagné. Alors pour les supporters, oui, c'est une question d'orgueil. Le derby, il va être beau, il va être gagné, même si tu marques à la 99e minute, alors que tu n'as rien foutu de ton match. Mais moi, je suis désolé, Oscar Garcia, malheureusement, moi j'ai l'impression qu'en France, au fait, il y a un problème il faut remettre en question la mentalité du footballeur français. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un coach étranger vient, qu'il essaie d'imposer quelque chose, une façon de voir le football qui vient d'ailleurs, il se plaigne tout de suite. Tu prends pour exemple ce qu'a dit par exemple Romain Mouma quand il dit qu'il comprend pas ce qu'il a dit. À Lille, c'est également pareil. Quand Diego Simone vient à Monaco, c'est également pareil. Quand Leonardo Jardim vient la première saison, il y a beaucoup de joueurs qui réchignent, il en écarte pas mal et tout. Même Bielsa à Marseille, à la fin de sa première année. Ça, c'est un véritable problème qu'il y a en France. Non, mais vas-y, c'est intéressant ce que tu dis. Juste, je voulais revenir un peu dessus parce que sur le choix des joueurs, je suis d'accord. On peut se dire que l'an dernier, on avait des joueurs qui étaient plus performants, qui peut-être apportaient plus, qui là ne sont pas là. Mais on prend un exemple. Prenons le but de Fekir hier. Qu'est-ce que sont les consignes sur le but de Fekir? Sur le deuxième, tu parles. Tu sais, non, mais sur le premier but de Fekir, la seule chose que faisait la défense de Saint-Etienne, c'est reculer. Et puis Fekir aurait pu avancer 2 km, il aurait pu arriver jusqu'à Gerland. Sur le but de Depay. Et les défenseurs auraient reculé. Alors tu peux mettre n'importe quel défenseur derrière. J'incrimine pas le coach. Je dis pas que le coach a demandé à la défense de laisser venir. Mais on voit bien qu'il y a un problème, soit de consigne, soit d'interprétation des consignes. Je pense qu'avec Perrin, en début de saison, c'était beaucoup plus solide. Et déjà, avec Perrin, t'es obligé de jouer bloc bas. Mais cette solidité. Parce qu'il a une intelligence. Tu vois, il y a l'idée de jeu aussi. Tu peux pas t'appuyer sur cette solidité toute la saison. Toute une saison, tu peux pas. Faut que tu développes quelque chose. Et moi, connaissant les idées, l'avoir vu du côté de Salzbourg où il était, en Autriche, où il a tout simplement donné beaucoup de spectacles dans ce championnat-là qu'on va considérer un championnat de seconde zone. Il a des principes de jeu. Quand il est venu à Saint-Etienne, il a pas arrêté de le dire. J'ai besoin de joueurs. Il a pas arrêté de le dire. Et le problème de Saint-Etienne, c'est toujours qu'il a manqué une vraie pointe, un vrai buteur. Exact. Il a manqué pas mal de choses. Et là, on parle de Loïs Diony qui n'a pas réussi pour l'instant. Il a été obligé de réintégrer certains joueurs qui étaient mis au placard. C'était un footeur total du côté de Saint-Etienne. Il a pris certains qu'il trouvait intéressants. Il a essayé de colmater. Mais à chaque fois, même en début de saison, quand tout le monde s'extasiait, quand il a pris le jeune Guioussé qui était pas mal, toutes ces recrues-là ne sont pas ces recrues. Donc déjà, faut qu'il arrive à les intégrer, faut qu'ils arrivent à comprendre ce qu'il veut mettre en place. Et c'est donc lui laisser plus de temps. Il faudrait lui laisser plus de temps. Il faudrait aussi que la direction arrête de s'ingérer dans les choix, parce que là on reparle de Bamba. On remet Bamba hier. On le remet dans un derby, dans un match choc. Le mec c'est un jeune joueur. Il joue en équipe de France de jeunes. Il est performant. Il est performant l'an dernier. Il est performant en début de saison. Sa courbe elle est comme ça.
on le fait pas jouer pour des raisons de négociation de contrat. Et c'est des choses qui arrivent aussi à Lyon. À Lyon, Ouais, après, on a ça, aussi c'est- mis des joueurs à la carte pour ça. Guézal l'année Mais c'est une dernière. vraie question. C'est-à-dire que quand un coach arrive, on est censé avoir un directeur sportif, une transition entre les présidents, Romeyer et Cayazo, et le sportif. Ouais, moi, Cette transition, on l'a pas. Comment on explique que le mec- C'est Rocheteau qui est directeur sportif. Moi, je crois qu'ils Comment, sont- comment, Dominique comment on Rocheteau, explique, comment on explique Il doit faire que ses tu l'as saisons. montré sur les stats, comment on explique que le joueur, la recrue entre guillemets, parce qu'il appartenait à Saint-Etienne, la plus performante, soit celle qui est mise au placard en début de saison. On va parler de l'événement de ce match, ce qui s'est passé à la 83e minute. Le but, le 5e de Nabil Fekir. Cette célébration, forcément. Alors, avant de parler de la polémique autour de la célébration, j'aimerais qu'on parle des performances sportives de Nabil Fekir. On va voir cette statistique. Nabil Fekir, c'est tout simplement le meilleur buteur français. Voilà, c'est le meilleur buteur français depuis le début de la saison. 11 buts en 11 matchs de Ligue 1, un but en Europa League. Bilal, t'en as brièvement parlé tout à l'heure avec peut-être l'idée que Genesio avait mentalement fait un vrai travail sur Nabil Fekir en lui donnant notamment le capitana. Est-ce que tu penses que c'est ça qui influe sur les bonnes performances de Nabil Fekir maintenant? En grande partie, je pense, parce qu'il faut rappeler aussi aux socios qui nous écoutent la situation qu'avait Nabil Fekir l'an dernier. C'est un joueur qui était plus lui-même, c'était son cousin sur le terrain. Il revenait de blessure il revenait de difficilement. blessure, ça faisait un an C'était que quoi son poste? ça faisait un an que tout ça jouait, que sa blessure C'était quoi l'handicapait. son poste? Pardon. Il jouait pas au même niveau. Oui, Il jouait mais- pas au même mais poste. ap- ça mais- aussi, il faut le mettre à l'actif de Genesio. C'est vrai, mais juste pour revenir sur la situation de Fekir l'an dernier, il était pas lui-même, il avait pas le même niveau sur le terrain. On le sait, il a eu une préparation qui a été très musclée, qui a été intense. Il a fait des efforts, il a le capitana, c'est une chose. Moi, la deuxième chose que je veux mettre en avant, et je le disais un peu tout à l'heure, c'est à quel point c'est l'élément clé de cet effectif lyonnais parce qu'il arrive à faire jouer 3 joueurs devant qui sont des solistes et qui ne sont pas des joueurs d'équipe, qui sont des joueurs qui viennent d'arriver. Donc c'est un double défi pour Fekir. Il arrive à faire jouer alors que beaucoup se posaient la question à l'époque où il fait une grosse saison, s'il n'était pas trop dépendant du niveau de Lacazette, si c'était pas juste un feu de paille parce que Lacazette et lui marchaient bien. Là, il est en train de prouver qu'il peut prendre les clés et qu'il peut être le dépositaire Moi, je trouve pas qu'il ait fait de jouer. l'Olympique Lyonnais. Moi, je trouve pas qu'il ait fait jouer. Je trouve que c'est un joueur qui a des qualités extraordinaires de percussion. Il a un centre de gravité très très bas. Et quand on retrouve le vrai Nabil Fekir au centre du jeu, il arrive à casser une ligne avec un crochet, avec une accélération, et tout de suite c'est beaucoup plus facile. Maintenant, c'est pas un numéro 10 moderne. C'est pas un numéro 10 à l'ancienne. Exactement. Non, oui, non, mais même moderne. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut le comparer dans le registre, même si c'est un blasphème, à Messi, au Barça. C'est-à-dire que c'est un 10 accélérateur qui peut encore une fois, je le répète, casser une ligne, mais il fait pas jouer, il fait pas jouer les autres. Moi, je trouve, non, mais Je moi, suis je pas trouve vraiment d'accord. En qu'il fait fait, pas jouer les ça autres. dépend ce que tu entends par faire jouer les autres. C'est Bah, pas distribuer des caviar sur caviar. C'est que si tu enlèves Fekir de cette équipe-là, tu as une équipe comme l'an dernier Est-ce qui qu'on a le est coupée même en deux. rendement? Est-ce que les autres devant ont le même rendement si Non, Fekir n'est pas à ce essayons, niveau? On l'a vu à on verra Everton, au fur de on la l'a vu saison. à Everton quand il est sorti quand on est repassé quand Lyon est repassé en 4-3-3 avec Ndombele et Aouar. Je suis désolé, mais l'expression collective était meilleure. Elle était Non, mais meilleure. pourquoi Sauf que, pourquoi non, Walid? Parce que Aouar a aussi cette fibre technique là qui permet de remonter le ballon. Mais Oui. Fekir, je suis désolé, c'est Mais- aussi ce lien entre l'attaque et la défense. Sans lui, Lyon est coupé en deux. Non, mais C'est pas Bertrand Alpha sur le Traoré qui niveau va remonter les ballons. sur Ça, le on niveau le- de Nabil Fekir Ah oui, depuis mais le ça, début de on la le saison. voit, moi, pour moi, c'est indéniable du côté de Lyon aujourd'hui. Si Lyon retrouve un petit peu les sommets, et recommence à produire quelque chose offensivement, c'est indéniablement pour moi du côté de Nabil Fekir. Même si on sait ce que je pense actuellement de Genesio, tout le côté positif que je peux lui Accorder. souhaiter. Nabil Fekir, pour moi, c'est celui qui porte le jeu lyonnais. C'est celui Non, mais qui encore porte une fois, le il jeu est lyonnais, c'est extraordinaire. celui Mais en fait, il faut comprendre mon c'est- raisonnement. Mon Est-ce raisonnement, que, c'est- est-ce que non, pour mais toi je il est pense bon que dans l'efficacité, Non, mais que dans pas que son registre c'est- où il fait vraiment briller peut-être Fekir, le aujourd'hui, collectif? si j'ai des questions sur le jeu de Lyon, il en fait clairement partie. Il cristallise ces questions. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le jeu. Quand Fekir est très bon, c'est parce que, encore une fois, Genesio et Bilal l'a dit en introduction, tu es obligé de jouer comme ça avec Fekir parce qu'il ne peut pas jouer sur un côté, il peut pas jouer 9 tout Il seul. avait essayé quand c'était Oui. parti en 4-3-3 Voilà, à l'époque où il l'année a voulu dernière, installer l'année dernière, il a Darder. terminé sur le banc. À la Roma, il joue pas, etc. Il préfère jouer corner, Permettre à Maxence voilà, Cornet. parce qu'il était pas en forme aussi. Mais il peut pas jouer 9 et il peut pas jouer sur un côté. Donc c'est vraiment sa seule place. Maintenant, en début de saison, il était aussi exceptionnel, mais on avait une équipe de Lyon coupée en deux.
Ouais, coupé en deux. Mais Walid, c'est pas une question. C'est pour ça que je te dis. Dans l'expression collective. Faut terminer sur les performances parce que j'ai envie qu'on reparle de la polémique ensuite. Je comprends ton idée, mais faut pas que tu limites ce qu'on appelle être dépositaire du jeu par les passes. Quand tu vois, tu peux pas juste dire. On peut pas juste dire Fekir, c'est casser des lignes sur un crochet. Non, Fekir, c'est une protection de balle, c'est faire remonter le ballon très vite, c'est faire remonter le bloc. Comme on l'a vu hier sur le corner raté d'Amouna, pour moi, c'est lui qui donne le but à Depay. Je te remercie de mettre en lumière cette action-là. C'est lui qui donne le but à Depay et dans plusieurs matchs, c'est lui qui décale à Mariano. Si on voit Fekir comme un passeur, comme un Zidane de l'époque, non, c'est pas un Zidane, c'est un joueur moderne, c'est un accélérateur, c'est un détonateur, mais c'est quand même quelqu'un qui réussit à exprimer le talent des autres. On reparlera de Nabil Fekir. C'est tout simplement le symbole de cette équipe lyonnaise. C'est non seulement en termes de passes décisives, je pense qu'il en a distribué pas mal cette saison. En termes de buts marqués, on voit les statistiques là. Il est impliqué dans beaucoup de buts lyonnais. C'est sans lui, tout simplement, tu sens que le jeu lyonnais, même si on est d'accord sur le match face à Everton, c'était pas le même registre, c'était à l'extérieur, c'était un match. Même à 3, il est pas là, ça joue très très bien. Non, mais c'est vrai que si tu parles par jouer bien, on aura le temps de reparler de Nabil Fekir. Il est sur un style de passeur classique. Il est en équipe de France cette semaine, donc on aura le temps de reparler de Nabil Fekir et de ses performances en club. Peut-être qu'il aura du temps de jeu contre les Pays de Galles et l'Allemagne. J'aimerais qu'on revienne quand même sur. Là, on a parlé de Nabil Fekir le joueur. J'aimerais parler de Nabil Fekir le polémiste avec cette photo. On va la voir, cette photo, cette célébration, ce chambrage auprès des supporters lyonnais. C'était à la 83e minute. Ça a engendré donc un envahissement de terrain, un arrêt du match pendant près de 40 minutes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette provocation? Est-ce que c'est le jeu de la rivalité entre Saint-Etienne et Lyon, ou est-ce qu'on a dépassé les limites déjà dans la provocation et ensuite forcément dans l'envahissement de terrain? T'as quand même dit provocation. Moi, je vois pas de provocation. Moi, j'accepte pas. C'est quand même une petite provocation. Il n'y a pas de jugement en parlant d'une provocation. Il est devant les supporters stéphanois. Et tu veux qu'il le fasse où? Dans le bus? Le mec qui joue. Il aurait pu le faire devant le COP lyonnais. Non, mais le mec qui joue. On lui a toujours dit que c'est un derby. Il est formé au Fekir. Oui, non, mais ça n'empêche que c'est une provocation. Le mec, il a grandi avec ça. Non, mais il a grandi avec ça. Le mec qui joue un match à Saint-Etienne. Lyon, beaucoup critiqué. Cette saison, il a le brassard. Il a fait une préparation sur le foncier. Il a tout pété. Il revient en forme. On ne parle que de lui. L'équipe de France approche. La Coupe du Monde approche. Le mec qui te fait un match extraordinaire face à son pire ennemi. Oh, moi, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais pourquoi les mecs, ils n'ont pas de cerveau en tribune, ils descendent sur la pelouse? Voilà, c'est tout. Alors, on a vu à peu près tous les débats qu'il y avait eu dans la soirée d'hier et dans la journée d'aujourd'hui. On a parlé de la comparaison. On a vu ce geste par Messi pendant le Classico. On a vu dernièrement Mauro Icardi qui l'avait fait aussi après son triplé contre le Milan AC. Marcelo, Trezeguet, Pourquoi même moi, je l'ai fait. Pourquoi on s'attarde sur la faute? Il va le faire en plateau. Dès que tu as réussi un débat, tu enlèves ton t-shirt. Pourquoi on s'attarde sur la faute de Fekir qui aurait engendré cet envahissement de terrain, alors que si on revoit les images, l'envahissement de terrain est venu de l'opposé du stade, à votre avis? Parce que le vrai débat, parce que l'attitude des supporters stéphanois, j'ai vu très peu de gens l'encourager ou dire que c'était bien. Le vrai débat, il est sur les plateaux télé. Et en fait, c'est un débat de société en France sur l'attitude des joueurs de football. Ça fait 15 ans, il faut le dire que tout le monde s'en rende compte, ça fait 15 ans qu'en France, on veut des footballeurs aseptisés. C'est-à-dire que pendant une semaine, on vend un derby avec tout ce que ça engendre. C'est-à-dire un derby de rivalité, de tension, parfois de friction, de chambrage, parce que je suis d'accord, ce qu'il dit, c'est une provocation, oui. Mais provocation, ça fait partie du jeu. La provocation fait partie du football. Ça fait partie des fois du style de certains joueurs. Fekir sur le terrain en plus. Fekir en plus sur le terrain est un joueur et qui a pris beaucoup de coups pendant ce match, donc on peut estimer que c'est de la réponse, etc. Donc le jeu, tout ça fait partie d'un derby, et les seuls joueurs qui n'ont pas le droit de participer à tout ça, les seuls acteurs, ce sont les joueurs. Voilà. C'est grave. C'est-à-dire que les seules personnes à qui on va reprocher de vivre intensément un derby, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on attend en fait? On attend des joueurs comme Mbappé qui vont jouer un Marseille-Paris qui diront que c'est un match comme un autre. Moi, c'est pas la vision que j'ai du football. C'est tellement hypocrite. Et tout le monde est content. Mbappé fait cette sortie, tout le monde lui tombe dessus. Fekir fait le contraire, tout le monde lui tombe dessus. Mais attention, les gens il y a pas mal de gens que je vois critiquer Fekir et qui à l'époque disaient oui, mais Mbappé, c'est normal qu'il trouve que c'est un match comme les autres. Moi, je suis complètement d'accord avec Alpha et Bilal, et je sais même pas pourquoi on en parle ce soir. Non, mais sincèrement. On en parle parce qu'il nous faut aussi votre avis pour savoir. Parce que ce son de clash, on l'a pas beaucoup eu, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les journaux, on l'a pas beaucoup eu pendant
ces mêmes gens qui et hier soir, donc c'est intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus aussi. Non, mais encore une fois, au lieu de parler de la prestation de Fekir ou de Lyon, on est dans le storytelling en France. On aime bien parce qu'il s'est rien passé sur le terrain. L'an dernier. Il est 5-0 quand même. C'est la plus grosse victoire de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Geoffroy Guichard, t'es un peu difficile. Non, mais Romain, quand je te dis ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de vrai match, il n'y a pas eu un gros. Il n'y a pas eu d'adversité, si tu veux dire. Quand Lacroix il prend son rouge, le match est terminé, tu changes de chaîne, tu regardes Real Madrid Las Palmas. Quand il pète les plombs, quand il devient complètement débile en plus. C'est ce que j'ai fait. En fait, tu as un comportement et tu essaies de le légitimer. Il essaye d'influencer tout le monde. C'est normal, très bien. J'aimerais juste que pour terminer, donc on voit ce tweet, mine de rien, parce que c'est quand même de la réalité, c'est quand même gentil. C'est drôle, moi. C'est le Groupama Stadium qui a tweeté ça. On fait ta victoire aussi dans votre OL Store avec un mannequin qui tient le maillot de Fekir comme ça. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est avant tout bon enfant et voilà, ça fait partie du jeu. C'est même un clin d'œil de voir ça parce que ça veut aussi dire que quand on est supporter stéphanois, c'est très agaçant, mais que Fekir est rentré dans l'histoire des derbies. Bien sûr. Et ça c'est un gros coup parce que avec cette célébration là, il rentre vraiment. Je pense qu'il était déjà dans le cœur des Lyonnais, mais il rentre vraiment dans l'histoire des derbies. Moi, c'est cette hypocrisie en France que j'arrive pas du tout à comprendre. Alors, on peut faire une analyse sociologique de toute la mentalité française. Je suis pas sûr qu'on ait le temps et puis j'ai envie de parler de première ligue. Non, mais c'est pas ça, on va parler de première ligue, mais il y a une culture foot qu'il faut quand même avoir un minimum, quoi. Quand on joue des matchs d'intensité, d'haute intensité comme ça, de derby, ça fait partie du jeu. C'est le folklore. Le foot, c'est un spectacle avant tout. Et Nabil Fekir, il a tendance à excuser du moment où il fait pas une agression physique sur quelqu'un, du moment où il va pas attenter la vie de trou, où il va pas attenter le physique d'une autre personne, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Par contre, j'ai pas aimé la communication de Genesio hier. Mais il est rentré dans ce sens. Qui n'a pas défendu Fekir. Alors que Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, ça ressemble plus à Jean-Michel Aulas qu'à Genesio. Genesio, il va quand même pas. C'est un entraîneur qui est plutôt frileux. Genesio, il calme toujours le jeu. Ça aurait été bien d'avoir le même son de cloche. On va passer à la première ligue. Ils l'ont rarement. Est-ce qu'on peut me changer les petites lumières? Je sais qu'on arrive à changer comme ça en direct. Donc quand je claque des doigts, non. On va passer à la première ligue. La première ligue, c'était un super Sunday hier avec deux grosses affiches. City, Manchester United, c'est beau comme ça, dis donc. City, Manchester United et City, Manchester United, n'importe quoi. City, Arsenal et Chelsea, Manchester United. On va commencer par le dernier, Chelsea, Manchester United. La victoire de Chelsea à Stamford Bridge 1-0 avec un but d'Alvaro Morata à la 56e minute. Les Blues qui ont une nouvelle fois fait faux bond à leur ancien coach José Mourinho. J'aimerais qu'on voit cette stat, c'est hyper sympa. Mourinho, depuis qu'il est arrivé à Manchester United, c'est 3 matchs à Stamford Bridge, 3 défaites, 6 buts encaissés, 0 but marqué. En première ligue, face à ses anciens poulains. J'adore sa tête, magnifique. On remercie Lies qui nous a aidé à préparer cette émission, qui a trouvé cette photo-là. C'est Ayman, pardon. Merci Fares qui me dit ça dans l'oreillette. C'est Ayman qui nous a aidé à préparer ça. Sur le match hier, on a vu un match équilibré, Bilal, avec une équipe, une des deux équipes, Chelsea, qui a été beaucoup plus réaliste que l'autre. Oui, on a vu un match équilibré et puis c'était pas étonnant quand on voyait les compositions d'équipes qui ont été proposées. Je crois que c'est la première fois de la saison que United évolue avec 3 défenseurs. Ils l'ont fait Ils l'avaient fait une fois, d'accord. On se demandait tout à l'heure si ça avait déjà eu lieu et Mourinho a eu cette tendance-là que Pochettino a pu avoir aussi quand il affrontait Antonio Conte à l'époque, c'est de calquer le système de jeu de l'adversaire. Alors ça m'a un peu dérangé parce qu'on a eu un Manchester United qui avait pas du tout le même visage que depuis le début de saison, même si depuis le début de saison, il y a des carences dans le jeu, qu'on le souligne souvent, qu'on sait que cette équipe de United marche par à-coups, que bien souvent c'est au moment où l'adversaire faiblit que United porte l'estocade et là on a eu une espèce de neutralité entre les deux équipes qui se sont rendues les coups mais sans donner l'impression de vouloir plier le match. En première mi-temps, on avait l'impression que c'était une bataille entre les 35 mètres de Chelsea et les 35 mètres de United, avec des pertes de balles, des fautes techniques, donc c'est vrai que c'était pas un match d'un très très bon niveau. Il faut pas oublier que c'est deux coachs très tactiques, quoi. Ça faut pas l'oublier, donc c'était quand même un vrai défi. La tactique, ça doit être forcément contre la technique, c'est ça que tu es en train de dire? Non, mais c'est pas forcément contre la technique, mais quand deux entraîneurs se craignent comme ça, parce que José Mourinho le craint beaucoup, Antonio Conte, il faut pas oublier le passé entre les deux, où Antonio Conte avait explosé de joie et ça avait pas trop plu à José Mourinho qui était revenu derrière, donc il y avait quelque chose qui s'est installé déjà, il le reconnaît en face de lui, un fin tacticien qui est Antonio Conte, qui l'a fait à la Juve, qui l'a fait avec la Squadra Azzurra lors de l'Euro et qui le fait avec Chelsea, surtout l'année dernière. Donc forcément
forcément, fallait s'attendre un petit peu à ce style de jeu-là. Alors là où je suis pas forcément d'accord, c'est qu'il y a eu des occasions quand même. C'est-à-dire que c'était pas un match dégueulasse non plus. Oui, non. Il y a eu deux équipes qui jusqu'au bout. Il y a eu des gardiens qui ont été décisifs, Il y a eu des gardiens beaux arrêts de Réa et de Il y a eu des Courtois. joueurs qui ont raté des cadres. Il y a eu des occasions qui se sont faites. Il y a eu des situations de jeu qui ont été intéressantes, notamment le but de Morata avec ce service d'Azpilicueta. Quel joueur alors, Morata. Quel joueur aussi, surtout Azpilicueta qui est exceptionnel depuis qu'il est à Chelsea, même si ses débuts c'était un peu compliqué. Mais pour moi, voilà, dans ce match-là, je trouve un peu sévère quand on dit que c'était pas un match. Alors, toi, Walid, tu trouves que le match, ça n'a pas été un beau match? Non, mais voilà, c'est un match type Première Ligue avec de la grosse intensité. C'est ce qu'on a dans les gros matchs depuis le début de saison. On a souvent des matchs très très serrés. Une bataille au milieu de terrain, mais on avait deux matchs hier. Je me suis vraiment plus régalé en regardant City Arsenal que Chelsea United. Ah oui, mais ça t'es obligé. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Parce que Mourinho, on parle de tactique, Mourinho est compté, mais depuis le début de saison, en termes de jeu, avec le recrutement qu'ils ont fait, avec la manne financière qu'ils ont, mais c'est honteux. Ce qu'ils proposent sur le terrain, c'est honteux, il faut le dire. Alors on critique, parce que Alpha me reprochait ça tout à l'heure, de critiquer parce que Genesio était français, mais moi je fais pas. C'est pas Antoine Comte. Non, moi je fais pas de différence. Ce que fait Conte depuis le début de saison et ce qu'a fait, et même la compo qu'il a mis hier. C'est hier. Oui, c'était hier. Avec ce 5-3-2 depuis le début de saison, il avait fait contre Tottenham. On le rappelle, donc 5-3-2, on le fera quand on fera un focus sur Chelsea. Tu nous parleras des notes que tu as mis au joueur de Chelsea. C'était un 5-3-2 avec Bakayoko, Kanté, Fabregas un peu devant. Ce système-là, quand t'as Pedro et Willian sur le banc, mais sincèrement, moi, j'arrive pas à comprendre. Sur le match, hein, après, j'arrive pas à comprendre. Et on a vu, voilà, malheureusement, c'est le problème des gens qui regardent le football avec une idée arrêtée. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que toi, tu as une idée arrêtée de foot où il faut être guardiolesque. Non, pas du tout. Si, mais parce que c'est ce que tu dis. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Parce que le juste milieu, justement, c'est de trouver son pied dans un système de jeu ou dans une façon de jeu d'un tel entraîneur ou d'un autre. Mais Alpha, l'an dernier, il joue pas comme ça, l'an dernier. L'an dernier, il joue pas comme ça parce qu'il y a l'effet de surprise. Non, mais non. Si, il y a l'effet de surprise. L'an dernier, Chelsea, personne ne les attend comme ça. Moi, je pense que excuse-moi, l'année dernière, City, t'as City qui n'a pas ce même niveau. Excuse-moi, parce que Guardiola n'a pas le même effectif. Guardiola s'habitue au championnat anglais. Il y a l'effet de surprise également pour Guardiola qui se casse les dents où il gagne pas face au gros cylindré de championnat d'anglais et qu'il fait cette année-là. Donc excuse-moi, il y a l'effet également de surprise pour Guardiola. Pour Chelsea également, il y a l'effet de surprise parce qu'Antonio Conte vient imposer sa façon de jouer en Angleterre. C'était une première pratiquement de jouer à 3 défenseurs, de jouer avec des latéraux rapides en Angleterre. Ils ne connaissaient pratiquement pas ça. Cette façon de sortir. Il y a une chose que tu dis qui peut être vraie par rapport à l'effet de surprise, ça peut jouer, c'est un facteur. Mais moi, ce sur quoi j'aimerais t'alerter, c'est le fait que Chelsea joue depuis l'an dernier avec le même système, sauf que les intentions dans le jeu ne sont pas du tout les mêmes. Je suis d'accord. Il faut le dire. C'est-à-dire que non mais Walid, je vais développer quand l'an dernier l'année dernière et maintenant ça serait plus un 3-5-2, c'est ça? Non mais le problème il est où, Romain? Il est que l'an dernier quand Conte fait ce système, on se rend pas compte, on croit que c'est un système défensif, mais c'est un système qui apporte beaucoup de vent parce que les latéraux on les consigne de jouer très haut. Moi ce qui me dérange dans le Chelsea de cette saison, c'est que dès qu'on a un adversaire qui est d'un bon calibre, et tu as raison de parler du match de Tottenham parce que c'est totalement ce qui s'est passé. Quand on a un adversaire de plus gros calibre, Chelsea se regroupe à 5 derrière. Ça a été le cas contre la Roma, ça a été le cas encore ce week-end, ça a été le cas contre City. Et donc en fait, on a le même à peu près. Quand je dis on n'a pas le même système, on va pas chipoter sur les 3 de devant, mais on a à peu près non mais défensivement, là je parle vraiment de l'aspect défensif. On a à peu près le même système, sauf qu'on n'a plus les latéraux qui montent et on est vraiment sur du regroupement. Et ça il faut le dire. Parce que c'est intéressant. Vas-y, et puis après tu nous donneras ta compo avec les notes que tu as données pour Chelsea. Pourquoi l'effet de surprise, on va dire, n'explique pas tout l'an dernier? Parce que tout simplement, entre le 3-4-3 de l'an dernier et le 5-3-2 avec Hazard derrière Morata, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Déjà, le milieu de terrain renforcé avec Bakayoko, Fabregas et Kanté. Et des fois, ça lui est arrivé cette saison, de mettre David Luiz, de le rajouter à mettre David. Il le faisait pas cette saison. Il le faisait pas la saison dernière. Pourquoi l'an dernier ça marchait? Parce qu'il le disait à juste titre, Bilal. T'avais des latéraux, dont Moses qui est absent et Alonso qui mangeait les couloirs. Et qu'il est absent. Oui, ça c'est un. N'Golo Kanté également qui a fait un mois d'absence. Non mais t'as Zappacosta qui peut le faire. Mais qui peut pas le faire autant que Moses. Mais le problème c'est que pourquoi ne pas mettre les trois offensifs qui marchaient énormément l'an dernier? L'an dernier, Hazard et Pedro jouissaient d'une certaine lucidité dans les 25 derniers
Neymar qui était important. Alors Non, justement, on va voir la compo qu'a mis Antonio Conte hier contre Manchester United. Et Walid, toi, tu as mis des notes. On verra par rapport à Alpha qui a mis les notes pour Manchester United. Tu nous as mis des notes. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces joueurs de Chelsea dans cette victoire? Parce qu'on a l'impression que Chelsea a perdu hier quand on t'entend. Donc, dans cette victoire de Chelsea face à Manchester United. Non, mais je vais axer sur la colonne vertébrale. Courtois qui a été très bon. Qui a sorti notamment la plus grosse occasion d'United à la 15e contre Lukaku. Contre Lukaku. Azpilicueta qui sur les matchs précédents jouait à la place de Zappa Costa. En piston droit et qui est parti dans l'axe. Où il n'a plus de repères depuis 2 ans et ça fonctionnait moins bien. Là, il a récupéré son vrai rôle, son rôle providentiel. Et surtout, moi, j'ai besoin dans cette défense à 3 d'avoir un joueur relanceur. On en parlera avec United. Mais c'est super important pour créer cette liaison Aspi, Kanté, Fabregas et devant. C'est très, très important parce qu'Azpilicueta, il a cette faculté à allonger. Il a une très, très belle relance, un peu comme Bonucci. Il fut un temps avant. C'est lui qui fait la passe décisive pour Morata. Exactement. Kanté, il faut parler de Kanté qui a été exceptionnel et c'est son match de reprise. Pour un match de reprise. Alors, Didier Deschamps s'est exprimé tout à l'heure en conférence de presse. Il a dit qu'il n'avait pas pris Kanté parce qu'il pensait qu'il était blessé et qu'il était très étonné que Kanté puisse être titulaire et puisse faire un match de ce niveau-là directement après sa reprise. Le milieu de Chelsea, on parlera de Didier Deschamps, on a toute la semaine pour en parler, mais le milieu de Chelsea, Kanté, Bakayoko, ça a été quelque chose qui a été impressionné et qui était peut-être la base de la solidité défensive de Chelsea hier. Surtout Kanté, on l'a vu parce que Bakayoko, Fabregas contre la Roma, c'était pas ça du tout. Kanté a vraiment amené ce rôle qu'on lui connaît, harceleur dans l'utilisation du ballon, cette première passe qui lui réussit tant. Déçu par Fabregas qui dans ce milieu à 3 beaucoup de disponibilité mais il a raté beaucoup de passes, il n'était pas dans le bon tempo et puis le duo Hazard-Morata qui a été très très bon, notamment sur le début de seconde période où ils font la différence, même si je reste persuadé qu'avec Pedro ou Willian, Chelsea serait beaucoup plus dangereux. Bilal, on a trouvé que Chelsea était redevenu solide, notamment après l'ouverture du score et qu'ils avaient retrouvé après une projection assez rapide vers l'avant. C'était ce qui avait un peu marqué Chelsea l'année dernière. Est-ce que tu trouves, après la passe qui était un peu difficile, la double confrontation contre la Roma et les défaites peut-être à Crystal Palace, à City, est-ce que tu trouves qu'on a retrouvé un petit peu les préceptes du Chelsea de l'année dernière sur la fin de ce match-là? C'est difficile à dire parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la compo, mais moi ce que je pense aussi c'est qu'il y avait un adversaire en face et qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire que moi je pense aussi que Mourinho, et là je reprends aussi un peu les propos d'Alpha où je suis d'accord, c'est que Mourinho a craint Conte et je pense qu'il garde aussi un mauvais souvenir de ce qui s'est passé l'an dernier. Il faut revenir un peu sur ce match où Chelsea lamine Manchester United. D'ailleurs United l'an dernier ils perdent pas énormément de matchs, ils font beaucoup de matchs nuls, ils en perdent très peu et une des grosses claques qu'ils ont pris c'était contre Chelsea. Et qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu dans la manière. On avait vu que Chelsea dans l'impact, dans le milieu de terrain, dans la capacité à... Et c'est là où je te parlais de l'apport des latéraux, dans la capacité à se projeter. Chelsea avait bouffé United. Et là, Mourinho, j'ai l'impression qu'il a eu une attitude un peu de repli où il a mis un milieu de terrain renforcé. Et quand tu es mené 1-0 et que tu as peut-être eu une attitude un peu de crainte de l'adversaire, et ben c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire de se projeter derrière. Alors on parlera d'United un peu. J'aimerais revenir peut-être avec toi, Alpha, sur le milieu de Chelsea. Kanté, Bakayoko et donc Fabregas dans cette position un peu plus avancée, comme on l'a vu avec la compo que Walid a notée. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux-là? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Et on va pas faire de débat sur l'équipe de France puisque aucun des deux n'est présent au rassemblement de Clairefontaine là, pour ces matchs amicaux. Ils ont déjà joué ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé de leur match? Est-ce que tu les as trouvés intéressants? Moi, je les trouve très intéressants quand ils sont associés. C'est-à-dire que Bakayoko a ce rôle-là comme il l'a il a si bien fait à Monaco l'année dernière, c'est-à-dire de tenir un petit peu la baraque, s'il faut le dire comme ça, d'avoir un gros volume de jeu et monter, apporter un petit peu son gabarit. Avec un Kanté qui serait plus dans le rôle de Fabinho à se projeter vers l'avant. Exactement, à beaucoup se projeter de l'avant. Bakayoko se projette. Bakayoko reste quand même beaucoup en retrait. Quand Kanté va à l'abordage, va ramener les ballons. Hier, il a des grosses occasions, notamment en première mi-temps. La frappe qu'il a également sur les coups de pied arrêtés, beaucoup de présence dans la surface. Mais faut pas oublier que Kanté, il reste pas cantonné à son rôle de devant la défense. C'est justement pour ça. C'est justement pour cela que Conte a beaucoup insisté pour avoir Bakayoko. Et je trouve cette paire très intéressante, même pour l'avenir de l'équipe de France, parce que du côté du Bayern, avec l'arrivée de Jupp Heynckes, Tolisso commence à avoir quelques difficultés de jouer tous les matchs. Maintenant sur Kanté,
pour moi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a vu un Chelsea meilleur dans le jeu que ce qu'ils ont montré sur les 2-3 derniers matchs, et peut-être un hasard ou pas, c'est parce qu'il n'y avait pas Kanté. Voilà, Kanté n'était pas là, Kanté n'était pas là, ça manquait de stabilité. Au-delà de la stabilité, ça manquait de jeu, ça manquait de lien entre l'attaque et la défense, même si Fabregas sait le faire. Mais on a vu qu'il a ce volume de jeu-là qui lui permet de se projeter et de faire le lien entre ces deux entités-là. Et je l'ai trouvé hier excellent, franchement excellent. Chelsea. Mais tu trouves pas étonnant on va passer à United ensuite. Tu trouves pas étonnant, Alpha, que Conte ait besoin d'ajouter Fabregas à ce milieu de terrain? Il y a quelque chose qui marchait bien l'an dernier et qui m'interpelle, c'est que l'an dernier, Fabregas ne jouait moins parce que tu avais Matic, et d'ailleurs Matic que Conte ne voulait pas vendre à United, ça on le sait, et tu avais Matic qui était associé à Kanté. Et l'avantage, je pense, qu'avait Matic par rapport à Bakayoko, c'est que dans l'apport offensif et surtout dans la création du jeu, il était capable d'apporter ce que Fabregas là apporte. Et moi, ce qui me dérange dans l'association entre Kanté et Bakayoko, c'est que les deux, j'ai l'impression que les deux font à peu près la même chose et qu'on est obligé de mettre Fabregas pour avoir cette touche technique, d'associer ces joueurs-là à un créateur. Kanté est quand même beaucoup plus créateur que Bakayoko. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Matic. Mais là où tu as complètement raison pour pas te couper, c'est qu'il voulait pas vendre Matic, tu le dis. Mais là, on est obligé. La solution de substitution, c'est de mettre Fabregas et Bakayoko pour avoir le même. Pour apporter plus de solidité au milieu. Chelsea, on aura le temps d'en pour reparler. Apporter plus de solidité au milieu, il est obligé. Il peut pas jouer avec seulement Kanté et Fabregas. Ça peut être très léger. Ça peut être un problème. Ça peut être très léger, surtout pour des matchs à gros volume dans le championnat anglais. Mais là où tu as complètement raison, c'est d'ailleurs l'une des raisons des difficultés en ce moment de rapport avec ses dirigeants, c'est le départ de Matic. C'est le mercato qui n'a pas été géré comme il le voulait. Il voulait changer les choses. Avec ce que tu as, tu peux faire mieux, Alpha, sincèrement. Non, mais c'est pas que tu peux faire mieux ou pas. Il y a une vraie question sur le mercato. On sait quand le Conte. C'est une question très intéressante. On en parlera. C'est une question très intéressante. On en parlera un petit peu plus tard. Juste pour rappeler que Chelsea, grâce à cette victoire, est troisième. Et troisième, ils reviennent à un point de Manchester United qui est deuxième, donc la lutte pour la deuxième place, puisque Manchester City, on en parlera, est très très loin devant. La lutte pour la deuxième place est complètement là en première ligue. United justement, en face, il y avait Manchester United. Alpha, c'est toi qui as donné les notes de Manchester United. Est-ce que tu peux nous donner ce qui t'a paru, ce qui a été pour toi important dans cette défaite de United? Je rejoins tout ce qui a été pratiquement dit. C'est que pour moi, c'est la frilosité de Mourinho, malheureusement. C'est quelqu'un qui avant réussissait à s'adapter à l'adversaire, mais de façon beaucoup plus intelligente et avec beaucoup de roublardise. Je me rappelle de ce magnifique match de l'Inter face à Barcelone en 2010 où il parvient à se qualifier. C'est qu'il s'adapte avec un milieu à 3 ou Thiago Motta. C'est pour moi l'une des années où José Mourinho a vraiment prouvé qu'à n'importe quelle équipe, il s'adapte, ou Samuel Eto'o joue latéral. Plus que d'avoir un vrai principe de jeu. Exactement. Au-delà du fait de s'adapter à l'adversaire, c'est également l'idée qu'il a derrière là. Alors que là, hier, j'ai l'impression qu'il a juste dit au mec comme Valencia, je lui mets un 5 parce que il n'est pas complètement dégueulasse, mais ce qu'il propose hier, pour ceux qui ont vu le championnat anglais depuis ces débuts de saison, avec les matchs de Manchester United, c'est quelqu'un qui monte beaucoup, qui a un gros volume de jeu sur son côté droit, qui est très intéressant, qui a un apport offensif, moi je le trouve vraiment très intéressant. Faut pas oublier qu'il était ailier avant, maintenant qu'il joue latéral, mais il a toujours gardé ce volume de jeu offensif là. Mais hier, je le trouve justement très peu présent dans les phases offensives de United. C'est peut-être des consignes de Mourinho, j'en doute vraiment pas, parce que quand on le voyait monter un petit peu trop, il n'hésitait pas à regarder derrière lui et directement à se replier. Ça, je l'ai vu beaucoup de fois. Et Bailly qui a été très absent également dans le marquage, comme la défense de Manchester United, Bailly qui n'était pas au marquage de Morata, je pense, sur le but, c'est ça, qui laisse assez d'espace, qui recule beaucoup. Je les ai trouvés très frileux. J'ai l'impression que Mourinho les a mis dans un registre où ils n'étaient pas habitués au fait. Donc du coup, ça sentait un petit peu, ils n'étaient pas en confiance. C'est ça le piège de changer de système. Alors ça c'était défensivement. Je crois que Walid, toi tu veux revenir sur le point de vue offensif, notamment après l'ouverture du score où United n'a pas su réagir. Si je peux juste dire un truc sur Mkhitaryan avant de te laisser la parole, ça va revenir sur l'animation offensive. C'est catastrophique ce qu'il fait hier. C'est vraiment catastrophique. 4, t'es gentil pour un match catastrophique. Tu aurais pu mettre un 2, quelque chose dans le genre. On l'avait dit d'être pas trop dur. On l'avait dit. Il y a eu des consignes. Il y a eu des consignes. C'est déjà pipé. Les dés sont déjà pipés. J'allais lui lâcher un. Non, mais c'est qu'hier, il a été très difficile à trouver, Mkhitaryan. Non seulement très difficile à trouver, il a eu du mal à trouver également. Alors que c'est son rôle justement d'approvisionner ses attaquants. Lukaku, on a eu du mal à trouver Rashford également. Mais les socios peuvent le voir à l'écran. Sincèrement, sur cette composition d'équipe-là, à part Matic et De Gea,
Tu n'as rien vu, même dans les Non, mais rentrées non, mais ensuite, il y a Martial ensuite. non, mais à part Matic, même au haut niveau, à part Matic et De Gea, en termes de QI foot, et ils ont le niveau. En termes de QI foot, Herrera, c'est un joueur de foot. Non, mais attendez, non, mais je suis désolé. Herrera, j'ai été énormément déçu par ses prestations depuis un mois. Je pensais qu'avec les défections, avec les blessures de Fellaini et de Pogba, qu'on allait voir quelque chose. Même Mkhitaryan, il a prouvé dans sa carrière. Non, je suis désolé, mais non, je suis d'accord que ces joueurs-là, quand ils sont utilisés à des postes, soit qui sont pas les leurs, soit sur des qualités qui ne sont pas les leurs, ça peut poser problème. Bien sûr, j'ai pas terminé mon raisonnement, c'est-à-dire qu'en termes de QI foot et derrière, est-ce qu'ils ont vraiment le niveau pour jouer vraiment à Manchester United? Eric Bailly, je pense qu'il a. Non, mais moi, je suis pas sûr d'avoir des top players à toutes les lignes. Sincèrement, on voit Valencia, on voit Young, Jones. Cette défense à 3, moi, elle me dérange. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les trois ont le même profil. En termes de relance, les trois, c'est très compliqué. Et surtout que United ne joue pas souvent à 3. Ça a été mis pour. Ils ont joué contre Tottenham. Il a cette variante. Parce que Tottenham joue aussi à 3 derrière. À 3, exactement. Ça a marché. C'est ça. Non, mais l'an dernier, ça avait marché à 3, notamment au retour quand ils gagnent 2-0. Pourquoi? Parce qu'il y a Danny Blind dans cette défense à 3 qui apporte quelque chose d'autre dans la relance. Danny Blind, il te fait 2 bons matchs, il te fait 8 mauvais matchs. Non, mais je suis d'accord. Tu parles dans l'aspect technique comme à la Spilicueta chez Chelsea. Exactement, ou un Bonucci, ça marche pas. Trois joueurs dans le même profil. À City, ils ont essayé en début de saison avec Otamendi, compagnie et Stones, ça marchait pas. À un moment donné, faut avoir de la variété. Et quand on regarde cette compo-là, moi, je suis énormément déçu sur Mkhitaryan, bien sûr, parce que à Dortmund, c'était un joueur de côté qui repiquait, mais c'est pas un meneur de jeu. Je suis désolé, mais c'est pas un meneur de jeu. Donc c'est pas une question de QI foot. Non, mais je trouve qu'il fait. Mais dans ta liste, c'est une question d'association. Non, mais Bilal, est-ce que c'est une question d'association? Je suis désolé, mais en termes de QI foot, Mkhitaryan, il a énormément à progresser en termes de choix de jeu. Il fait souvent les mauvais choix. Moi, je pense que Mkhitaryan, le gros souci, on l'a tous les deux bien suivi à Dortmund et on voyait que ça marchait. Pourquoi? Parce que c'est un joueur c'est un faux lent. On a beaucoup de profils comme ça dans le football, de joueurs qui sont pas capables d'être des détonateurs. On parlait tout à l'heure de Fekir. Je veux pas comparer les joueurs, c'est pas la même cour, mais c'est deux profils différents. Et Mkhitaryan, quand il est mis dans cette position-là, surtout en plus avec un Manchester United qui a quand même été à vocation défensive, on peut pas demander à Mkhitaryan de faire remonter 40 mètres. Faut voir le registre dans lequel il évolue. Faut voir le registre dans lequel il joue à Dortmund, avec une équipe qui est très explosive et où le ballon ne retarde pas pour trouver des attaquants qui font beaucoup d'appels. Je trouve qu'il se débrouille très très bien. Il s'est très bien débrouillé du côté de Dortmund, sauf qu'ici, comme le dit Bilal, on connaît José Mourinho, ses principes. Il l'a fait avec Eden Hazard à Chelsea. C'était compliqué pour Eden Hazard d'être le soliste qu'il a été. Au départ de Mourinho, il s'est retrouvé. Il y a eu la renaissance de Eden Hazard. Avec Mourinho, les techniciens, c'est un petit peu comme ça. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. On trouve pas son positionnement. En début de saison, même à 4, même dans un 4-2-3-1, je trouvais qu'il avait des énormes stats, mais ces stats, c'était un peu en feu de paille parce que c'était sur les fins de match où Manchester United avait énormément d'espace, mais dans le jeu. Non, mais dans le jeu, il jouait dans l'axe même dans le 4-2-3-1. Non, mais dans le jeu, justement, United, il propose quoi? On va s'arrêter sur United, parce que comme vous l'avez dit, le match le plus intéressant des deux, c'était le match entre City et Arsenal. Donc plutôt que de il est malin. Vous avez vu comment je vous donne ça un petit peu, hein. Je vous dis que vous allez pouvoir plus parler sur un autre. On passe à City-Arsenal. City-Arsenal, la démonstration de Manchester City face à Arsenal, une victoire 3-1, début de Kevin De Bruyne, de Kun Aguero sur penalty, de Gabriel Jesus contre un but d'Alexandre Lacazette. Avec cette victoire, City prend encore plus d'avance sur United. Ils ont 31 points. Ça fait 8 points d'avance sur United après 12 journées, c'est ça, 12 journées en Première Ligue. Arsenal, eux, ils sont 6e. Messieurs, on a vu une véritable classe d'écart entre les deux équipes. Bilal, ça s'est vu directement dans le match dès le coup d'envoi. Oui, ça s'est vu. Ça s'est vu sur 3 plans. Ça s'est vu au niveau déjà du talent des joueurs qui étaient sur le terrain. Le problème d'Arsenal et de la compo qui a été proposée par Wenger, c'est que j'ai l'impression que c'est une compo qui traduit tous les problèmes qu'a Arsenal depuis des années en termes de recrutement. Parce que c'est un recrutement c'est un mercato qui avait bien commencé et qui a fini. Si, mais passer sur le terrain, c'est déjà compliqué. Ça avait bien commencé avec on parlera de la compo de d'Arsenal un peu plus tard. Pour l'instant, on reste sur le match. Ça avait bien commencé avec l'arrivée de Lacazette, ce mercato, et ça a fini avec un Coquelin défenseur central contre City. Ah, tu veux vraiment parler de la compo tout de suite, hein. Non, mais le gros souci dans ce match-là, c'est qu'on a vu une équipe d'Arsenal qui essayait de proposer devant, mais qui était très stérile. Et l'avantage de ce City-là, parce qu'on
qu'on a beaucoup, on s'est beaucoup arrêté sur Guardiola les années d'avant en disant qu'il avait entre guillemets le cul entre deux chaises. Je peux le dire. Oui, bien sûr. Oui, on fait... Je mettrai un bip à ta place, mais c'est pas grave. Hein. Il est quelle heure? Il est tard. Ils vont nous voir. Ouais, mais ils vont nous voir à 14h, frérot. À 14h, c'est Il est 23h04. Il avait le postérieur entre deux arrêts de bus. Entre deux objets. et du coup, là, c'est incroyable parce que, à défaut d'avoir fait un vrai choix de possession dans cette équipe de City, comme il a pu faire dans d'autres quand il entraînait le Barça ou au Bayern, il a réussi à trouver le bon mix entre les deux. Là où City a été le plus dangereux hier, c'est sur les contre-attaques. Ça allait à 2000 à l'heure, alors que ce soit Sterling, Sané et surtout on va y revenir après, mais l'impact physique qu'ont ces joueurs et la progression physique qu'un joueur comme Sterling, par exemple, il a pris énormément de coffres. C'est plus le Sterling de l'an dernier. Et ces joueurs-là sont capables d'apporter. Il y a encore quelques problèmes dans la finition. On l'a vu. Oui, bien sûr, on l'a vu. Ça, j'ai pas l'impression qu'on puisse changer grand-chose. S'il pouvait connecter son cerveau, je pense que c'est le meilleur joueur au monde. Mais sincèrement, sur le match Alpha, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que City était vraiment supérieur en tout point à Arsenal? City est tout simplement supérieur en tout point à toute la première ligue en ce moment. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. City, c'est comme il l'a dit Bilal, je le rejoins là-dessus et je pense que c'est ce qui fait la spécificité de ce City cette saison, c'est que l'année dernière, Guardiola, il arrive lui-même dans ses interviews, il comprend pas ce qui lui arrive en Angleterre, c'est-à-dire que c'est un football qui est direct, qui est rapide, alors que lui, il a l'habitude de ce tiki-taka légendaire qu'on connaît. Cette saison, tout simplement, il veut des joueurs rapides, il veut des joueurs jeunes. Il a chassé tous les vieux briscards pratiquement, il a mis des joueurs jeunes sur les côtés, ça va très très vite. Il repositionne certains joueurs, il remet sa confiance à de nouveaux joueurs qu'il achète. Ça on le verra avec la compo de Bilal tout à l'heure. Walid sur le match. Hier sur le match, sincèrement, même si encore une fois l'axe de progression, même si c'est une équipe exceptionnelle, l'axe de progression de City, ça va être dans les temps faibles de mieux les gérer, parce que c'est vrai qu'en fin de première mi-temps, t'as quand même la grosse occasion de Ramsey, il faut un Ederson, grosse parade d'Ederson. En deuxième mi-temps aussi à 2-1 quand Lacazette réduit le score, il y a 2-3 minutes où ils sont pas bien. Mais encore une fois, le problème c'est que il le disait Bilal, offensivement ça va tellement vite et ça va à 10 000 grâce au milieu de terrain Silva, Kevin De Bruyne, qui sincèrement, moi, j'avais émis des doutes l'an dernier, il y a 2 ans, sur leur relation. Mais il a des mains à la place des pieds, ce monsieur-là, c'est incroyable. On en parlera de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. On en parlera qui est encore buteur et qui est décisif. Mais le problème des adversaires de City, et on l'a vu contre Naples, c'est que quand tu ouvres le jeu, tu es mort. Ouais. À un moment donné, en deuxième période, je me suis dit, ça peut faire 2-2. Mais non, ça fait 3-1 derrière, même s'il y a hors-jeu sur le but de Silva, parce qu'il y a tellement d'espace et t'es obligé, quand tu veux jouer face à City, de laisser d'énormes espaces. Et quand t'es en 1 contre 1, Bellerin, Sané et Sterling, Kolasinac, t'es pas bien. Donc on va se concentrer sur City avec toi Bilal, c'est toi qui as fait la compo, qui a noté. Il nous a mijoté ça. Il nous a mijoté ça. On a le 11 de City à l'écran qui va apparaître dans une seconde avec les notes de Bilal dessus. Oui, ça va arriver, ça va arriver. Voilà, ça va, j'ai pas été trop dur. C'est dur de mettre des notes. Donc voilà, des notes qui sont forcément très élevées. La plus mauvaise, c'est Otamendi et Ederson. Il a été généreux quand même. Et Otamendi et Ederson, alors qu'on a dit qu'Ederson était. Je donne des cadeaux. Moi, c'est dur de mettre des notes. C'est ce que je te disais avant l'émission. Tu notes des mecs qui ont le niveau que tu n'auras jamais, même si tu avais 10 vies. Tu vois. Alors, avant que tu nous donnes les axes, de ta compo, on voit qu'offensivement, ils ont tous des notes très élevées. Pourquoi 6,5 pour Sterling? C'est pour son action ratée? Pour Sterling, parce que en fait, je trouve que j'ai trouvé en tout cas les contre-attaques, et je crois que c'est Walid qui le disait, très organisés, avec à chaque fois 5 joueurs qui se projettent. Le problème, c'est que le seul joueur que j'ai trouvé un peu moins réaliste dans ses choix, c'est lui. Notamment l'action où il doit la mettre à Sané en profondeur et il rate complètement. Là, pour le coup, j'ai voulu le sanctionner, même si 6,5, compte tenu des autres notes, c'est pas la plus faible. Par contre, donc tes axes principaux dans cette composition. Déjà au niveau du poste de gardien de but, je pense que c'est important quand même de le signaler, c'est que c'était un poste qui faisait défaut à Manchester City l'an dernier. Tu parlais un peu des erreurs d'effectifs et ça fait partie de ce qui posait beaucoup de problèmes. Alors c'est un bon 6 parce que c'est un 6 de la sérénité. Il a pas été non plus extrêmement en danger. Il est un peu fautif, mais disons que globalement c'est un match qui est
qui est assez bizarre pour Ederson. Au niveau de la défense, rien à dire. Si ce n'est que j'aimerais insister sur Delph parce qu'un des gros soucis qui aurait pu se poser à Guardiola, c'est la blessure de Benjamin Mendy. Et que face à cette blessure, alors oui, c'est un désaveu pour Danilo qui était le concurrent du poste, mais il a réussi à bien négocier le repositionnement de Delph. Je rappelle aux socios, qui le savent à mon avis, que Delph est un milieu défensif, voire relayeur de formation, et qui joue à ce poste-là et qui le fait très bien. Il le fait très bien, il apporte offensivement, il est propre, tout ce qu'attend Guardiola. Et qui surtout pour appuyer ton propos, il sortait d'une saison blanche. Ah oui, il n'avait pas joué de toute la saison l'année dernière. C'est d'autant plus intéressant. Il y a eu du management aussi. Guardiola le remet en selle. Stones, qu'est-ce qu'il a évolué cette saison? Non, mais il y a des joueurs en progression, parce que sincèrement, Stones, Otamendi, et surtout Stones, l'année dernière, il était à la ramasse complète. Comprenait rien, même Sterling, moi je suis pas un grand fan de Sterling, mais il faut s'arrêter 2 petites secondes sur lui, c'est du bon Sterling quand même. Il est en progression. Est-ce qu'on a retrouvé le Sterling de la saison de Liverpool qu'il avait révélé? On s'y rapproche, parce que même à Liverpool, il avait du déchet technique. C'était pas le même joueur physiquement, c'était pas le même joueur. Il avait un manque de lucidité, mais c'est vrai qu'il écarte énormément sur les côtés. Il a toujours cette vivacité, voilà, cette rapidité. Il est toujours en 1 contre 1, et des fois, son adversaire, il sait pas ce qu'il va faire en fait. Et je pense qu'il a ce côté un peu mystérieux, un peu imprévisible, fougueux, imprévisible. Et ça, il l'avait. J'ai l'impression que c'est arrivé aussi en fin de saison dernière. En fin de saison, on avait un Guardiola qui testait beaucoup plus de choses, et là c'est en train de se voir. Alors je reviens sur Fernandinho. Pour moi, c'est la rampe de lancement, c'est celui qui est capable d'organiser par le bas, de récupérer des ballons et d'impulser les contre-attaques. C'est très important parce que il se projette quasiment pas en contre-attaque, mais finalement c'est toujours lui qui les impulse. Très bon sur les deuxièmes ballons. Et puis il a une palette large, attention, il a mis un but contre Stoke City extraordinaire. Une frappe extraordinaire. Il marque contre West Brom. Il peut aussi, on sait que c'est un milieu relayeur de formation. C'est pas forcément une sentinelle. C'est Guardiola qui l'a fait reculer. Donc il n'y a pas de vrai milieu. Dans le football moderne, et encore plus dans les équipes de Guardiola, la sentinelle ne veut rien dire. On se rappelle de Busquets. Et du coup, offensivement, l'élément clé pour moi, c'est De Bruyne. Voilà, De Bruyne, on en a parlé un petit peu. On va parler, mais du coup, je vais plus axer sur sa relation avec Silva. On en parlait. Un des gros symboles de cette équipe, c'est qu'on a 2 joueurs au profil qui, à première vue, pourraient être opposés, parce que Silva est plus dans le jeu court et De Bruyne est un joueur vraiment vertical, mais les deux arrivent à apporter ces 2 facettes au jeu de Manchester City, c'est-à-dire que quand on est en contre-attaque, c'est souvent De Bruyne qui est plus à la conclusion, qui va faire l'appel tranchant, et Silva est là aussi je trouve qu'il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons à ça, et on en avait souvent parlé, parce que je trouve que Silva, depuis la saison 2013-2014 où il jouait avec Yaya Touré et Nasri, où il combinait énormément, il y avait du jeu en triangle avec Zabaleta sur le côté droit, je trouvais que leur relation était mauvaise, et De Bruyne, les 2 raisons, c'est la confiance. Il a une énorme confiance en lui. Hein. Je pense que il est de plus en plus décisif. Il arrive à marquer. Avant, il faisait marquer. Maintenant, il marque. Je pense qu'en début de saison, Guardiola lui a dit: tu vas être le leader de mon équipe. J'ai besoin de toi. Et le but qu'il met à Chelsea, il est pas anodin, parce qu'il avait des stats extraordinaires. Mais ça a jamais été un joueur qui finit. Exactement. Même quand il est pas sur son pied gauche, et encore, faut qu'il soit alpha sur Kevin De Bruyne. C'est surtout sa régularité, moi, qui me posait un problème, parce que c'était un joueur qui était capable de fulgurance dans un match, qui était capable de débloquer des situations très rapides dans le corner. Excellent. Moi, j'ai toujours adoré. Après, c'est lui qui élimine le Paris Saint-Germain quasiment. Mais après, ce Paris Saint-Germain. Il était pas dans une bonne époque à ce moment-là. Oui, c'était pas. En plus, ce Paris Saint-Germain là qui était en face. Bon. Sinon, non, mais c'était le pire City, le pire PSG. C'était ça. C'est exactement ce que j'ai pensé de ce match. Mais comme l'a dit Walid, je pense qu'en début de saison, ça se voit qu'il y a eu une vraie discussion. On lui a confié les clés de cette équipe de City. Et ça va, vous êtes à peu près d'accord avec. Et surtout en termes de finition également, il a beaucoup évolué. Ça, on le remarque, parce qu'il proposait beaucoup, il faisait beaucoup d'appels, mais il vendageait pas mal. C'est-à-dire que dans le dernier geste, il n'était pas toujours carré au fait. Alpha, il débloque les matchs, il débloque les situations. Hier, encore une fois, le début de match est un peu Arsenal, mais un peu une grosse pression. Il prend ses responsabilités. Ça, on le voit. Mais même la saison dernière, ça, par contre, tu le voyais faire de temps à autre. Il avait des matchs où il prenait ses responsabilités, il allait provoquer. Je me rappelle de France à Liverpool, quelque chose où vraiment il prend le jeu, il va provoquer, ça, il sait le faire. C'est toujours été un garçon. C'est ce que je disais. C'est son problème. Reprenez pour confirmer, ça va venir appuyer. C'est effectivement ce que vous dites, c'est que reprenez les stats de Silva, c'est 5 assis en termes de buts, de passes décisives. Il a jamais, c'est toujours été un 3e passeur. Non, mais c'est pas le même rôle. C'est un 3e passeur. Ça casse les lignes, ça joue beaucoup plus dans le jeu. C'est un 3e passeur. Après, ce que je voulais souligner par rapport à Silva, ce qui est important de montrer, c'est qu'en plus, Guardiola a toujours encore très peu utilisé le joueur qui a reculé, qui est dans ce profil, qui est Bernardo Silva. C'est-à-dire que c'est là où c'est intéressant par rapport à l'entrée, c'est qu'en plus, Guardiola, on va en parler là, mais Guardiola a une palette qui est incroyable. Et devant Agüero, je trouve que
l'avantage qu'il a cette année, qu'il n'avait pas l'an dernier, c'est qu'il a aussi soufflé. Le jeu ne repose pas seulement sur ses états de forme. Lui, t'es génial. Moi, je l'ai trouvé bon dans les contre-attaques. C'est beau à son attitude. Et en fait, j'avais l'impression par rapport à l'an dernier, on avait un Agüero qui polarisait beaucoup de ballons, des trop, qui faisait beaucoup trop d'appels. J'ai l'impression qu'il était il voulait faire des décisions, alors que dans ses meilleures années, c'est pas là où il avait été. À chaque fois qu'il est remplacé par Gabriel Jesus, a une concurrence, une véritable concurrence. Cette année, excusez-moi, je le trouve stimulé. Je trouve qu'il est un buteur de City. Je trouve qu'il est stimulé par la concurrence, qu'au niveau des stats, ça va. Et surtout, il y a plus de variété. On est moins dépendant de lui dans le jeu. Moi, je trouve que ça joue mieux sous Gabriel Jesus. On l'a vu contre Chelsea. On le voit depuis le début de saison. Et sincèrement, même quand il est rentré, Gabriel Jesus, il a apporté quelque chose d'autre. Mais Agüero n'a pas rien apporté. Sur toutes les contre-attaques, il est toujours dans le ce que je trouve intéressant. Il crée de l'espace dans la défense adverse. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a tendance maintenant à descendre beaucoup plus bas et à laisser. Quand je regarde sur les contre-attaques, les deux joueurs, Sterling, non mais c'est ça, deux joueurs qui sont le plus haut sur le terrain, c'est toujours Sterling. Je pense que c'est un élément. Pour moi, c'est un élément très essentiel de Guardiola. C'est ça. Toutes les équipes, même du Bayern Munich, ça a été ça. Lewandowski, quand même, Guardiola était là, beaucoup de monde posait sur ce Moi, je trouve qu'il est précieux dans cette utilisation. Et c'est lui qui met à ce comportement. Chose que je trouve, faudra voir dans la durée. Et le dernier mot de cette compo, je l'ai pas mis parce qu'on pouvait pas mettre de remplaçant, c'est l'entrée de Jesus. Quand on a une équipe, et là c'est vraiment la patte Guardiola, c'est quand on a une équipe où tout le monde a quasiment le même nombre de buts, que ce soit Agüero, Jesus, Sterling, Sané, qu'on soit remplaçant ou titulaire, on est décisif, c'est vraiment un gros point de. La relation de Jesus est meilleure. Plus intéressante que on passe à Arsenal. C'est cette année de la saison, l'année dernière. Arsenal, on va faire la même musique sur Arsenal. Alpha, il va vraiment finir avec le tir. Tu veux mon rôle, Alpha? Tu veux venir ici ou pas? Juste pour te dire que cette équipe de City, comparée à la saison dernière, ils étaient 3e, je pense, à ce moment de la saison. Ils avaient cette année, c'est ce qu'on voit avec City. C'est très intéressant. Arsenal, c'est Walid qui s'est encore collé pour faire les notes. Pour faire les notes. À noter, donc dans cette composition d'Arsène Wenger, on la verra à l'écran. Gros choix, ne pas titulariser Alexandre Lacazette, mettre Francis Coquelin arrière central. Est-ce que pour toi, c'est la défaite d'Arsène Wenger? Ah oui, inévitablement. Moi, j'ai été un grand défenseur d'Arsène Wenger l'an dernier, et je me rends compte que ça commence à devenir très très inquiétant pour cette équipe. Et quand tu recrutes un joueur à 60 millions d'euros comme Lacazette, et en plus, quand on voit le match qu'ils ont fait à Everton, les trois devant, Lacazette, Sanchez, Ozil, sur la deuxième mi-temps, c'était extraordinaire. Ils se sont trouvés les yeux fermés. Comment, dans un gros match face à la plus grande équipe de Première Ligue, tu ne peux pas mettre ta meilleure équipe? En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre. En fait, quand je vais sur Flash Résultats, pour ne pas les citer, à une heure avant le match, et je regarde c'est la défaite d'Arsène Wenger. Non mais si, je t'ai répondu, c'est inévitablement. Alors après, on a vu un Arsenal encore une fois sur des situations, sur des temps forts assez intéressants. Mais quand t'as un Ozil, Ozil, je lui ai mis 2 parce que sincèrement, il a été transparent, mais transparent encore une fois de plus. Je pense qu'il a déjà la tête ailleurs. Comme Sanchez, de toute façon, je pense qu'il a signé à City. C'est pas possible autrement. C'était le 12e joueur. C'était le 12e joueur. Et quand on joue quand on est petit, quand on joue à c'est le dernier. Celui qui a un chasuble, celui qui a un chasuble et qui doit la donner à chaque fois, qui défend jamais. C'était Sanchez hier. Bilal, pour toi, c'était la défaite de Wenger aussi ou pas? C'était la défaite de Wenger, ouais, dans le sens où c'est vrai qu'on n'a jamais eu le meilleur Arsenal depuis le début de saison, c'est vrai, mais je pense que ça pour moi, je le fais aussi monter avant le début de saison, c'est qu'on a un recrutement qui avait bien commencé, et j'ai l'impression que le gros dilemme de Wenger, c'était si on garde Sanchez, on n'achète plus personne derrière. Alors, on a pris la Lacazette, mais il y avait plein de noms qui circulaient, les marques, notamment Mahrez, etc. On avait l'impression que l'effectif allait trop nul. On rappelle les deux recrues de cette année d'Arsenal, c'est Alexandre Lacazette et Kolasinac. C'est très faible, c'est très faible par rapport au contexte qui est celui d'Arsenal. On rappelle que l'an dernier, Wenger est quasiment sur le point de partir, que c'est la seule année où Arsenal ne joue pas la Ligue des Champions. C'est compliqué. Après, je te trouve dur dans les notes. C'est juste très faible quand tu es entraîné par Arsène Wenger aujourd'hui. Je veux bien reparler du recrutement. Sincèrement, je veux bien en parler du recrutement. Mais quand t'achètes Lacazette et que tu ne le mets pas. Ouais, mais ça c'est déjà incompréhensible. Non, mais en plus, c'est pas là. On a attendu 9 journées pour voir le trio. Alors, je veux bien qu'Ozil était blessé. Mais combien de matchs il nous a mis Welbeck? Ouais, mais ça, Welbeck, mais c'est pas possible pour le haut niveau. C'est pas possible. Ça me fait mal à la tête. Le problème avec tout ça, moi, je pense que le gros souci pour Wenger, c'est qu'il a fait le 3-5-2. Et j'ai l'impression que ce 3-5-2, ça doit apporter de la solidité derrière. Ça n'apporte pas grand-chose. Le souci du 3-5-2, c'est souvent que tu dois faire des choix. On voit dans les équipes, tout à l'heure, on parlait de Chelsea, on parlait de United. Dès que tu fais le choix de prendre un 3-5-2 et densifier ton milieu, devant, tu te retrouves limité en termes de manœuvre. C'est ce qui est en train de se passer à Arsenal. Le gros souci, c'est que
comment tu fais un 5-2 si t'es pas ultra solide derrière et que tu tu montes n'as des pas de défenseur boulevards, de métier, que ouais. tu joues avec Coquelin. Alors moi, je te trouve limite un peu sévère avec lui parce que je trouve qu'à son poste et à un poste qui est pas le sien, sur la première, non, mais sur la première mi-temps, il a 4 ballons à négocier. Il les négocie bien, mais il les négocie en dernier relais. C'est pas normal que ce soit ton dernier défenseur. Si 4 ballons, Non, en fait, les interventions de Coquelin, c'est des interventions qui sont pas mauvaises. Mais j'ai de la peine pour ce joueur d'avoir joué Pour revenir sur la Gazette, on a vu quand il est entré qu'il a été tout de suite déterminant. Il a amené de l'agressivité, il a amené de l'efficacité, il facilitait le jeu. Pour vous, c'est d'autant plus un désaveu pour même lui, il a du mal. Arsène Wenger. Tu prends le match de la Gazette contre Stoke, il a même pas une frappe en 90 minutes parce qu'il passe son temps à construire le jeu. Le problème d'Arsenal aujourd'hui, c'est que je pense que Avant de passer à la Serie A. Wenger a fait beaucoup d'années trop dans cette équipe. Cette équipe qui était chatoyante, que tout le monde aimait admirer pour son jeu et tout ça. Ces joueurs-là sont fatigués de ça. Ils ont envie de gagner des titres, ils ont envie de challenge. Quand tu vois la mentalité, quand tu dis que Sanchez est le deuxième membre de City, ça s'explique. Le mec, il se sent plus dans ce projet-là. Il se sent plus dans ce projet-là. Des joueurs qui sont là depuis un petit mois et même ceux qui viennent d'arriver, quand tu vois les joueurs qui sont dans ce club depuis longtemps, qui sont plus enthousiastes et tout, ça donne pas. Chaka, on en parlera une prochaine fois de Chaka également, c'est un mec qui prend carton sur carton, qui a mal compris l'intégration en première ligue. Tu fais pas jouer la Casette dans un match comme tu dis. C'est n'importe quoi dans cette équipe. Faut vraiment. Arsenal, on le rappelle, est sixième de première ligue. C'est peut-être le positionnement national. Je pense que c'est une victoire sur les 4 derniers matchs qu'il joue face au top 4 ou un truc comme ça en Angleterre.